Alors, bonjour à tous. Je me présente, je suis Angelos Priadakis, je suis le président du cabinet IOS et un des membres fondateurs de la chaire Gouvernance et Régulation économique de l'Université de Paris-Dauphine. Et là, nous sommes dans une séquence de petits déjeuners que nous tenons depuis maintenant 5 ans, qui sont sur différentes thématiques de la régulation que nous souhaitons avoir de manière, si possible, transverse à plusieurs secteurs. Aujourd'hui, originalité, nous sommes concentrés sur le secteur qui est le secteur de l'énergie et notamment des nouveaux business models dans les entreprises de réseau, avec en particulier l'exemple du gaz. J'ai avec moi sur ce webinaire, alors nous testons la nouvelle solution, donc peut-être que nous serons un peu maladroits, mais nous espérons que ça va bien se passer. L'idée aujourd'hui avec moi pour commenter cette question qui est quelle est l'évolution des business models des entreprises de réseau. J'ai avec moi Catherine Brun, qui est secrétaire générale de GRT Gaz d'un côté, et Marie-Claire Raoult, qui est responsable des relations institutionnelles de Terega, plus Arié Flack, qui est le président et fondateur de la compagnie financière de Lyon. Et on va essayer de s'attaquer aujourd'hui à cette question qui est comment, dans le cadre de l'univers du gaz, dont nous savons tous qu'il est pas mal interpellé par les évolutions récentes à la fois du modèle de régulation, mais également de la stratégie nationale bas carbone, de la PPE, etc. Comment ces industries de réseau, dans un cas avec des terminaux gaziers et des réseaux de transport, dans l'autre avec du stockage et des réseaux de transport, comment ces deux opérateurs gaziers français envisagent de faire évoluer leur modèle pour s'adapter à ces évolutions-là. Et de l'autre côté, comment est-ce que les investisseurs, les financiers perçoivent, réagissent, interprètent ce qui est en train de se passer. Alors, pour aller directement dans le vif du sujet, 2 mots de fonctionnement simplement. Vous pouvez poser des questions dans la catégorie questions qui apparaît sur votre écran, et pour fonctionner de manière la plus fluide possible, je poserai les questions au fur et à mesure. On a 3 exposés, donc je vais commencer par Catherine Brun, puis Marie-Claire Raoult et ensuite Arié Flack, en leur demandant de répondre à cette question et de donner leur point de vue. Et ensuite, on aura une séquence de questions-réponses et on essaiera de boucler et de conclure, notamment en présence d'Éric Brousseau, qui est le directeur scientifique de la chaire. Voilà quel est le fonctionnement. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la rubrique qui est prévue à cet effet. Je ne promets pas de pouvoir passer toutes les questions, mais j'essaierai de faire un tri en fonction de l'ordre d'arrivée, tout simplement. Voilà pour les règles de fonctionnement. Je démarre donc directement. Catherine, si tu veux bien, pour GRT Gaz, nous dirons 2 mots de présentation de toi et de GRT Gaz, et derrière, cette question de l'évolution du business model, comment est-ce que vous la voyez, hein, quels sont les éléments principaux que vous prenez en compte pour vous dire voilà ce qui va impacter notre modèle, et comment est-ce que vous la préparez. La parole est à toi. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Catherine Brun, je suis secrétaire générale de GRT Gaz. Quelques mots sur GRT Gaz. Donc, GRT Gaz est un TSO, donc transporteur de gaz français, un des tout premiers en termes de kilomètres de réseau en Europe. Et nous sommes aussi opérateurs de réseau via notre filiale LNG, de terminaux méthaniers via notre filiale LNG. Nous sommes aussi présents en Europe, puisque nous avons également une autre filiale, GRT Gaz Deutschland, qui opère sur un des réseaux qui traverse l'Allemagne, qui s'appelle le réseau Megal. Donc voilà pour les présentations. Donc Angelos, pour répondre à la question, je crois qu'il faut peut-être rebrosser quelques mots de contexte sur le gaz et sur l'infrastructure gaz, qui a quand même un certain nombre de spécificités.
Donc, l'Union européenne s'est engagée à être neutre en carbone en 2050. La France, via la SNBC et sa déclinaison de la PPE, évidemment, s'inscrit dans ce cadre. Et tous ces engagements, en fait, conduisent à remettre en cause toutes les énergies fossiles sur le long terme, y compris le gaz, avec un certain nombre de conséquences sur nos activités. Bien sûr, les attentes des citoyens se font de plus en plus entendre et l'environnement est maintenant devenu la première préoccupation des Français. L'image du gaz naturel qui, il y a quelques dizaines d'années en France, était plutôt vue comme une énergie propre, finalement maintenant se dégrade compte tenu de ces émissions de CO2 fossiles. La question des fuites de méthane également sur nos réseaux en France, mais pas seulement en France, dont l'impact sur le climat est également très fort, est de plus en plus scruté. Donc tout ça fait déjà poser une espèce de chape en fait sur le développement du gaz. Si maintenant on prend le cas de la France qui est assez spécifique en Europe, donc la France, le contexte français est marqué par une place spécifique de l'électricité et du nucléaire et d'une projection à 2050 particulièrement forte en termes d'électricité. Donc en fait tout ce combat pour la neutralité climatique dans le cadre d'une France qui est déjà fortement décarbonée via le nucléaire. Donc le poids en fait sur le gaz est particulièrement fort. Ce qui fait en particulier que on a des objectifs en 2023 de très forte baisse entre 2023 et 2028, entre moins 10 et moins 22% de consommation de gaz prévue en France. Donc tout ça challenge en fait le business model forcément, puisqu'en fait on a un business model régulé basé sur une base d'actifs régulés qui conduisent à une certaine rémunération. Donc moins j'ai de consommation, moins j'ai de quantité de pointe. Alors là, on peut discuter. Il y a des petites variations suivant les besoins en fait d'énergie à la pointe. Mais tout ça fait en fait que dans ce contexte où le marché du gaz, tout ce qui est création du marché du gaz en France est terminé, voire maintenant passe dans une phase de baisse, mon business model est particulièrement challengé. Comment est-ce que je fais pour, d'une part, pour soutenir en fait mon activité sur le long terme, avec donc d'un côté une image qui se dégrade, des consommations qui sont en tout cas projetées pour être à la baisse. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, en tant qu'entreprise de réseau, au fond, j'ai un petit peu les mêmes outils que toutes les autres entreprises. Le premier outil, ça va être un peu comme tout le monde de dire, je sais faire bien un métier, ça fait des années que je le fais, j'ai une réputation d'industriel solide. Cette problématique du gaz, elle est spécifique à la France, un peu à l'Europe, mais il y a dans d'autres pays du monde finalement encore un âge d'or du gaz, puisqu'en fait le gaz, quand il se substitue à du charbon, en particulier dans la production d'électricité, eh bien ça a un impact très positif sur l'impact carbone. Quand le gaz se substitue aussi à du bois ou à du fioul dans le chauffage, c'est la même chose. Donc il y a d'autres pays dans le monde où on est dans un âge d'or du gaz. Donc, tant qu'à faire, première chose, est-ce que je peux pas aller me diversifier et faire le même métier que je fais ailleurs, au grand international en particulier. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut faire à court terme, puisque les compétences, je les ai, etc. Bon, ça nécessite bien sûr que tout ça soit cohérent avec la stratégie de vos actionnaires, mais c'est une première possibilité. Deuxième possibilité à moyen terme, c'est de se dire, au fond, moi, dans mes tuyaux, j'ai du gaz aujourd'hui fossile, mais au fond, je pourrais très bien avoir autre chose, puisque ce que j'ai pas dit, c'est que dans la SNBC, non seulement il y avait moins de gaz, mais en plus, c'était pas du tout le même gaz qu'aujourd'hui. C'est un gaz
décarboné, un gaz renouvelable, pour être peut-être plus juste. Voilà. Donc du coup, ça c'est pas quelque chose qui va se faire d'un coup de cuillère à peau, c'est quelque chose qui va nécessiter un certain temps. Donc à moyen terme, bien transformer le CH4 fossile demi-tuyau en CH4 renouvelable, sachant que pour ceux qui ne sont pas nécessairement familiers, c'est tout le CH4 renouvelable qui est imaginé pour 2050. Il y en a environ un tiers qui correspond à du gaz renouvelable qu'on connaît aujourd'hui, qui s'appelle le biométhane. Alors qu'on connaît aujourd'hui au sens qui est aujourd'hui dans une phase d'industrialisation qui s'appelle le biométhane, mais il y a un tiers de gaz renouvelables qui sont aujourd'hui dans des TRL un peu plus bas et qu'il va falloir faire monter monter en grade, si j'ose dire. Et puis il y a aussi la question de l'hydrogène. Donc ça, si je me positionne non pas dans une logique de système énergétique français, mais plus dans une logique d'entreprise, ça veut dire qu'à moyen terme, il faut que je transforme ma vision de mes tuyaux, il faut que je transforme la maintenance de mes tuyaux, il faut que je réfléchisse à tous ces tuyaux qui sont posés dans le sol depuis une cinquantaine d'années, est-ce qu'ils sont en mesure d'accepter ces nouveaux gaz, dans quelles conditions ils sont capables d'accepter ces nouveaux gaz, et bien sûr d'avoir bien en tête que un réseau de gaz à un endroit, il n'est pas tout seul. Il ne peut pas réfléchir tout seul à ces questions-là, à ces questions techniques. Il est forcément dans un écosystème. Par exemple, le réseau GRT Gaz, un GRT Gaz, on ne peut pas réfléchir à une évolution des gaz qui passent dans nos réseaux sans travailler avec Terega, évidemment, sans travailler avec Storengy, sans travailler avec ce qu'on appelle les TSO adjacents, donc les transporteurs qui sont voisins, parce que le gaz, il circule et je ne vais pas dire qu'il n'a pas de frontières, mais donc ce gaz circule. Donc ça, c'est une évolution industrielle qui est importante aussi à avoir en tête. Et puis à plus long terme, on va envisager d'autres solutions dans le cadre de la décarbonation de l'entreprise qui vont être d'envisager l'impact du développement de l'hydrogène sur une entreprise d'infrastructure. Donc nous, on pense, que Marie-Claire y reviendra, ou on pourra y revenir dans les questions, que le développement de l'hydrogène passera, on va dire, autour de 2030-2035 par aussi l'utilisation de réseaux. Et ce qu'on pense également, c'est qu'on peut tout à fait, dans une logique de réutilisation de réseaux de gaz existants qui seraient entre guillemets, vidés de leur gaz fossile initial. Et donc ça aussi, c'est un vrai enjeu d'entreprise parce que, ok, on peut réfléchir et dire à 2035, je vais avoir de l'hydrogène dans mes réseaux de gaz, réseaux qui aujourd'hui ont du gaz, et donc d'ici 2035, je les vide en gaz et j'y mets de l'hydrogène. Donc problématique industrielle, mais également aussi problématique régulatoire, parce que aujourd'hui, ce qui est régulé, c'est tout ce qui ressemble à du CH4 qui soit fossile ou qui soit renouvelable, le CO2, mais pas l'hydrogène, d'accord? Donc aujourd'hui, ça implique en fait une évolution du regard sur la régulation, parce que par exemple, moi dès aujourd'hui, j'engage des études, j'engage des OPEX, je prévois même via des projets dans le cadre du plan de relance hydrogène de revamping de certaines canalisations à horizon 2025. Donc je vais engager des CAPEX, et aujourd'hui ces CAPEX, je ne sais pas dans quel cadre ils sont. Ils sont clairement pas stricto sensu dans le cadre de ma régulation classique. Est-ce que pour autant, ils sont dans le cadre de dérégulé complet, dans la mesure où ce sont aujourd'hui des canalisations qui sont déjà dans ma main? Bon, tout ça, ça fait partie en fait des discussions qu'on a. Donc on voit que petit à petit, mon modèle régulatoire, il passe d'un modèle entre guillemets simple, rodé, qui était un modèle où je valide des développements de réseaux de gaz, ces développements de réseaux de gaz donnent lieu à une barre, cette barre donne lieu à une rémunération, à des systèmes un peu hybrides où je vais avoir de la diversification qui va être régulée, je vais avoir une préparation d'un avenir où peut-être l'hydrogène sera régulé ou pas,
ou peut-être je vais avoir ce qu'on appelle du CCUS, c'est-à-dire des industriels qui vont continuer à consommer du gaz fossile, mais dont on va capter le CO2. Ce CO2, on peut imaginer de le remettre dans des canalisations pour aller les réinjecter, entre guillemets, ailleurs. Quel va être ce statut de CO2, comment ça va marcher, etc. Donc, on est vraiment dans une vraie phase de transformation où aujourd'hui, on ne voit pas nécessairement le modèle futur. Le modèle passé, on voit bien qu'il est passé. On a quelques années pour se préparer. Et tout ça, c'est complexe, en plus d'une transformation d'entreprise. Et tout ça, ça s'accompagne également d'une transformation d'image, parce que pour être demain accepté comme opérateur d'infrastructure, il faut donner des gages, il faut montrer jour après jour qu'on est capable de faire autre chose que du gaz fossile. Et tout ça, ça pose la question pour les entreprises comme les nôtres de se dire, est-ce que je vais vers une raison d'être, vers une logique d'entreprise à mission? Alors, raison d'être ne fait pas tout. On sait tous que il y a beaucoup d'engouement aujourd'hui autour des raisons d'être dans les statuts des entreprises, mais que tout le monde n'y met pas le même niveau d'engagement. Et quelque part, nous, si on fait ça, l'idée, c'est d'y mettre le bon niveau d'engagement parce qu'on a une vraie problématique de continuer à être tout à fait légitime dans un monde décarboné en tant qu'aujourd'hui opérateur d'infrastructures qui transporte du CH4 fossile et demain en tant qu'opérateur d'infrastructures qui transporte beaucoup moins de gaz, ça c'est sûr, un gaz différent et qu'on espère être de plus en plus vert. J'espère ne pas avoir été trop longue, Angelos, mais j'ai peur que oui. Non, écoute, c'est parfait, c'est clair. Donc, on voit que pour vous, c'est quand même un élément qui est déjà dans vos réflexions, avec une réflexion court terme, moyen terme, long terme, à la fois technologique, économique et, si je comprends bien, également par rapport à votre posture sociale, sociétale. Donc, c'est très clair. Je vais maintenant passer la parole à Marie-Claire. Marie-Claire, tu veux bien, du point de vue de Teréga, répondre un peu à la même question, sachant que Teréga a une position un peu différente, puisque vous avez aussi des stockages de gaz, ce qui n'est pas le cas de GRT, et que vous avez une position régionale, territoriale. Vous êtes à côté de l'Espagne, donc vous avez à la fois les mêmes évolutions, mais probablement des réponses qui sont différentes. Donc, Marie-Claire, la parole est à toi. Très bien. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Alors, ma présentation va s'inscrire dans le prolongement de celle de Catherine parce qu'effectivement, je partage tout le constat et le contexte qu'elle a dressé. Peut-être en 2 mots pour présenter Teréga. Donc, en France, il y a 2 opérateurs d'infrastructure, de réseau de transport. Donc, il y a GRT Gaz et Teréga. Teréga, on a 16% à peu près du réseau de transport de gaz en France. Donc, c'est un réseau qui s'étend sur 5000 km à peu près, un petit peu plus. Et on a 25% des capacités de stockage de gaz en France, donc l'autre opérateur étant Storengy. On est un acteur, un TSO complètement unbundlé. Nos actionnaires sont Snam à 40%, Snam qui est un opérateur d'infrastructures italien et qui est propriétaire de plusieurs infrastructures en Europe, en Autriche notamment, en Grèce et en Italie évidemment, et dans quelques autres pays. On a une partie, 30% pour le fonds souverain de Singapour et puis le reste qui est partagé entre une filiale du Crédit Agricole Predica et le fonds d'investissement d'EDF, EDF Invest. Voilà, notre réseau, donc effectivement, Angelos l'a dit, il s'étend essentiellement sur deux régions en France, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, et sur 15 départements. Donc, on a une dimension, un fort ancrage territorial, je dirais, avec une position clé au niveau européen, comme ce qui a été dit, parce qu'on a les interconnexions avec l'Espagne, et donc il y a énormément de sujets, effectivement, qui sont posés avec ces interconnexions. On aura l'occasion d'y revenir. Notre modèle d'affaires aujourd'hui, il y a eu une transformation quand même assez conséquente ces dernières années, c'est qu'on est passé aussi à un opérateur 100% régulé avec l'entrée en régulation des stockages qui a eu lieu en 2018, ce qui n'était pas le cas auparavant, donc ce qui a aussi introduit quelques modifications. On est aujourd'hui un opérateur à 100% régulé. Alors, Catherine a brossé le cadre. Effectivement, aujourd'hui, le contexte pour le gaz est en plein bouleversement.
Pour nous, ça implique beaucoup de choses. Ça implique d'abord une transformation interne, comme l'a dit Catherine. Il y a effectivement toute une transformation de la culture d'entreprise. On est passé d'un modèle centralisé, sécurisé, avec une barre, etc., qui était avec une grande visibilité peut-être sur du moyen terme, à un modèle peut-être plus incertain, avec toutes les incertitudes qui existent autour de la consommation gazière de demain. Et donc, ça passe aussi par une transformation interne de la culture d'entreprise, et notamment par un recentrage autour de la culture client. Aujourd'hui, qui sont nos clients? Nos clients sont les expéditeurs, sont les industriels qui sont raccordés sur notre réseau, sont nos distributeurs, mais aussi les producteurs de biométhane qui injectent sur notre réseau, et demain, les producteurs d'hydrogène qui injectent aussi sur notre réseau. Donc, l'idée, c'était aussi de transformer la culture d'entreprise, et donc on a un programme interne qui s'appelle Impact 2025 et qui vise effectivement à remettre au centre, au cœur de la culture d'entreprise, le client, ce qui était effectivement peut-être moins le cas avant dans un modèle plus certain et voilà, et plus simple comme l'a décrit Catherine. Bon, après, dans ce programme de transformation interne, il y a plein de piliers, je n'ai pas le temps de les développer, mais peut-être aussi mentionner qu'il y a tout un programme de business excellence, effectivement, en interne pour augmenter la performance de nos infrastructures et pour réduire le coût. Là aussi, il y a toute une réflexion interne avec toute une approche aussi autour de la digitalisation. J'aurai l'occasion peut-être d'y revenir. Deuxième point, Catherine l'a très bien décrit, on est en fait dans un changement de paradigme quelque part. C'est vrai que depuis les années 90, 2000, GRTgaz, Teréga et les autres opérateurs, on a beaucoup travaillé, notamment au niveau européen, pour libéraliser les marchés et pour les intégrer au niveau européen. Et c'est vrai qu'on a travaillé sur la Trading Region France ensemble avec GRTgaz, donc c'était le fruit de longs travaux qui ont duré de nombreuses années avec le soutien de la CRE, avec des investissements. Et donc aujourd'hui, on peut se réjouir d'avoir une place de marché française unique qui a amélioré la compétitivité et qui a permis de réduire l'écart de prix entre le nord et le sud de la France. Donc, tous les consommateurs français de gaz ont accès au même prix. Donc, on a une place de marché beaucoup plus compétitive, un fonctionnement plus fluide et plus interconnecté avec les places de marché européennes. Je parle de ça parce que c'est important, parce que l'idée, c'est de dire qu'il y a aussi des investissements, qu'il y avait un paradigme aussi autour de la construction d'un marché intégré qui a duré de nombreuses décennies. Et donc, aujourd'hui, quand on va repenser nos business modèle et quand on va penser la transition énergétique de demain, c'est important aussi de s'appuyer sur ce qui a été fait, sur les infrastructures existantes, sur un marché complètement intégré pour réduire nos coûts pour la transition énergétique. Et il y a effectivement eu de nombreuses études, notamment une dans le cadre du consortium Gas for Climate, qui démontrent que si on s'appuie sur des infrastructures existantes gazières et qu'on pense le système énergétique dans son ensemble, électricité et gaz, on est capable de réaliser de nombreuses économies. Donc, l'idée, c'est de dire, bon, le système de demain, il doit aussi s'appuyer sur l'existant, il doit aussi s'appuyer sur la flexibilité des infrastructures qui sont apportées par les infrastructures gazières et sur la flexibilité de nos stockages qui vont permettre aussi d'avoir toute une flexibilité saisonnière. Donc, c'est aussi ça l'idée, effectivement, c'est de nous appuyer sur l'existant et de penser le système énergétique de demain en essayant au maximum de réduire nos coûts. Alors, le contexte, peut-être je rajouterai un seul élément par rapport à ce qu'a dit Catherine. Il y a effectivement cette stratégie nationale bas carbone qui donne un seul scénario qui est fondé sur une électrification massive de notre économie et qui donne des perspectives pour le gaz et le gaz renouvelable qui ne sont pas très importantes. Nous, ce qu'on constate en tant qu'opérateur aussi, fortement ancré dans nos territoires en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie essentiellement, c'est que quand on regarde les schémas régionaux d'aménagement des territoires et en particulier les volets énergie, donc ce qu'on appelle les SRADET, on constate que les perspectives d'évolution des gaz renouvelables, elles sont peut-être plus ambitieuses que ce qu'on peut voir au niveau national, notamment en Nouvelle-Aquitaine qui a élaboré un scénario 100% gaz vert en 2050 et qui donne des perspectives pour le biométhane et pour l'hydrogène qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'on peut voir au niveau national. Et c'est les mêmes démarches aussi en Occitanie. Donc, c'est intéressant. Ça veut dire qu'avec on peut atteindre la neutralité carbone avec une partie, en s'appuyant en partie sur le gaz renouvelable. Et c'est vrai qu'on a tendance aussi à avoir une attention particulière accordée au niveau des territoires au gaz renouvelable, au biométhane et de plus en plus aussi en faveur de l'hydrogène. Pourquoi? Parce qu'on voit que là, on a des externalités positives au niveau local qui sont très importantes en termes d'emploi, en termes pour l'hydrogène de construction d'une chaîne de valeur industrielle, en termes de bénéfices pour l'agriculture, pour le biométhane, en termes de recyclage des déchets et d'économie circulaire. Et donc, ces externalités, on est dans
voilà, on est dans la sphère la chaire régulation et on travaille beaucoup sur l'économie. L'idée, c'est aussi de dire qu'il y a des externalités qui dépassent le périmètre pur du secteur énergétique et qui vont toucher d'autres secteurs comme les déchets, comme l'agriculture. Et donc, l'idée, c'est de dire, OK, aujourd'hui, le biométhane, le coût du biométhane est peut-être plus élevé, beaucoup plus élevé que le prix du marché. Aujourd'hui, le prix de marché du gaz, il est, on va dire, autour de 15 € le mégawattheure. Le coût de production du biométhane, on est peut-être en moyenne aux alentours de 80-85. C'est vrai qu'il y a un écart. Il est en train d'être réduit. On y travaille avec le comité stratégique de filière, mais l'idée, c'est de dire que ce différentiel, il peut en partie être valorisé par des externalités, et donc il faut prendre en compte ça aussi dans la régulation de demain. Et donc là, il y a tout un travail qui est en cours dans le cadre du comité stratégique de filière pour valoriser ces externalités. Donc, dans la réflexion sur la régulation de demain, il y a aussi cette partie-là à prendre en compte et qui est peut-être aujourd'hui, qui a été peut-être pour l'instant mise de côté dans la réflexion et de nos politiques énergétiques. Peut-être aussi sur l'ancrage territorial, il y a de nombreuses initiatives qui sont des initiatives de partenariat entre l'État et les collectivités locales ou avec les régions, ou notamment par exemple les initiatives territoires d'industrie, qui est un schéma de partenariat pour faire émerger des projets concrets autour de la transition énergétique qui sont créateurs d'écosystèmes industriels. Et là, on voit qu'il y a de nombreuses fiches actions qui sont directement liées au biogaz et au développement de l'hydrogène. Donc, le point, c'est de dire qu'au niveau local, on constate un intérêt croissant et qu'on voit peut-être un petit peu moins au niveau national. Alors ensuite, sur la partie hydrogène, donc Catherine en a parlé et je partage tout ce qu'elle a dit. Effectivement, aujourd'hui, l'idée, c'est de dire que sur une période transitoire, on va s'acheminer, et donc c'est là l'impact est fort sur nos entreprises et sur notre modèle de régulation, de s'acheminer progressivement vers de l'hydrogène qui est intégré dans notre réseau, et donc ce qu'on appelle le blending pour une période transitoire, pour viser à terme des réseaux qui sont 100% H2, donc de l'H2 pur, et donc avec l'idée de convertir une partie de ces infrastructures existantes vers de l'hydrogène. Et donc typiquement avec l'Espagne, on a des réflexions, alors c'est vraiment des réflexions plutôt à long terme, on est à un horizon 2035-2040, avec l'idée de convertir, vous savez, sur notre réseau, on a deux interconnexions, deux tuyaux qui nous relient à l'Espagne. Potentiellement, si la demande est là, si les usages autour de l'hydrogène sont là, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas, potentiellement, l'idée, ça serait de convertir une des deux canalisations à l'hydrogène. Donc, on a des études de faisabilité aujourd'hui pour travailler là-dessus. Et de manière plus générale, on a mené avec GRTgaz, mais avec nos autres homologues européens aussi, ce qu'on appelle le European Hydrogen Backbone. Donc, l'idée, c'est d'identifier toutes ces infrastructures qu'on pourrait demain convertir à l'hydrogène. Et donc, l'idée, c'est de créer, et on voit émerger un réseau européen de l'hydrogène qui est basé à 75% sur des infrastructures gazières existantes converties demain à l'hydrogène et 25% seulement de nouvelles infrastructures. Donc, c'est intéressant. Là aussi, on s'appuie sur de l'existant. On minimise les coûts de la transition énergétique pour acheminer vers la neutralité carbone. Alors, Catherine l'a dit, il y a énormément de questions régulatoires qui se posent aujourd'hui. Le champ des possibles est complètement ouvert. Est-ce que ça sera des infrastructures régulées? Quel va être le tarif? Comment faire cohabiter le tarif de l'hydrogène avec le tarif du gaz? Qui va payer, quel consommateur, comment envisager ce modèle de régulation de demain? Est-ce qu'on est dans de l'unbundling total? Est-ce que les GRT peuvent avoir un rôle dans tout ce dispositif? Tout ça, ce sont des questions qui sont sur la table. On ne pourra pas apporter une réponse aujourd'hui, mais en tout cas, il y a des réflexions au niveau européen et probablement dans le cadre de la stratégie hydrogène de la Commission européenne, ces questions vont devoir être traitées. Et puis peut-être deux points pour compléter un peu comment Teréga voit l'évolution de son business model. On essaye de regarder aussi d'autres choses. Notamment, on est en train de travailler sur une plateforme multi-énergie dans le cadre de notre programme Recherche et Innovation. Et donc l'idée, c'est le programme Impulse 2025. L'idée, c'est de faire cohabiter plusieurs systèmes énergétiques, donc le système énergétique gazier avec le stockage et le transport, le biométhane, l'hydrogène, les réseaux de chaleur, le CO2, l'électricité. Et donc, l'idée, c'est de les faire cohabiter sur une même plateforme. On a un programme, on a des études en cours avec l'idée de s'acheminer vers un développement d'un prototype industriel dans la phase 2. Donc, ça, c'est le programme Impulse 2025. Donc, on essaie de regarder, d'aller un petit peu plus loin et d'essayer de réfléchir en multi-énergie, qui va être le cœur, très clairement,
lancement des débats européens en 2021 avec la stratégie d'intégration sectorielle de la Commission européenne. Et puis pour aller un tout petit peu plus loin, vous savez, on l'a dit, vous savez qu'il y a des questions réglementaires qui pèsent sur les GRT qui ne peuvent pas avoir un rôle dans la production. Au sein de Teréga, on a été énormément sollicité par de nombreux producteurs de biométhane pour qu'on les accompagne dans le développement du biométhane. Et évidemment, la régulation nous interdit de le faire. Donc, on a trouvé une partie de la réponse en nous spécialisant sur la partie infrastructure. C'est-à-dire, l'idée, c'est on a pris des parts dans une société récemment. Alors, ça reste très minime et c'est une activité très accessoire par rapport à l'ampleur à notre chiffre d'affaires. Mais l'idée, c'est de dire qu'en tant qu'acteur ancré dans les territoires, on est capable aussi d'accompagner la filière biométhane pour réduire ses coûts. Et donc là, le business model qu'on a trouvé, c'est de louer ces méthaniseurs. Donc, on n'a aucun lien avec les producteurs et avec la production. Et la CRE est évidemment veille pour éviter toute discrimination. Mais donc, l'idée, c'est de louer et de nous spécialiser sur cette branche méthaniseur infrastructure. Donc, on travaille aussi sur ce sujet. Et puis, enfin, et je m'arrêterai là, Catherine a parlé de l'image, de l'environnement. Au sein de Teréga aussi, Catherine a parlé de la raison d'être et de l'entreprise à mission. On a tout un programme interne qui vise à réduire notre empreinte environnementale et nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, en travaillant sur la compression, en essayant de prendre le CO2, de l'injecter ailleurs dans le réseau, etc., pour réduire nos émissions. Et donc, c'est le programme qu'on appelle bilan environnemental positif, avec l'objectif d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2025. Et donc là, l'idée, effectivement, c'est qu'on ne peut pas s'inscrire dans un paysage de neutralité carbone de demain si nous-mêmes, on n'est pas neutre en carbone. Et donc, on travaille. On a déjà réduit nos émissions de gaz à effet de serre de plus de 35% depuis 2012 jusqu'à 2019. Et notre idée, c'est de les réduire au maximum pour essayer d'être dans un environnement neutre en 2025. Et donc, réduire nos émissions et de méthane et d'émissions de gaz à effet de serre. On travaille sur les émissions de méthane avec GRT Gaz et avec d'autres opérateurs d'infrastructure pour essayer de réduire au maximum cette empreinte environnementale. Voilà en quelques mots, et puis on reviendra certainement sur d'autres sujets dans le débat. Voilà. Merci. Merci beaucoup Marie-Claire, c'est très clair. Donc là, on a vu et du côté de GRT et du côté de Teréga à la fois des éléments communs sur le virage vers les gaz verts et des stratégies un peu différenciées puisqu'il y a une spécificité régionale et l'explication de Marie-Claire était très claire. La question qui va se poser, c'est donc la vision qu'apportent les opérateurs gaziers de l'évolution. Or, ces opérateurs gaziers, Catherine l'a dit tout à l'heure, GRT a à son capital un consortium avec la Caisse des dépôts et la CNP. Marie-Claire l'a également dit, à leur capital, GIC, SNAM, etc. Donc, on voit à la fois, dans les deux cas, un mix d'actionnaires qui sont des industriels de l'énergie et des investisseurs. Alors, je vais donc là passer la parole à Arié, avec une question spécifique qui est, de ton point de vue, Arié, comment est-ce que les investisseurs financiers, et il y en a de différents types, il y a des gens spécialisés des infrastructures, des gens qui sont plutôt dans des logiques de fonds de pension et autres, comment est-ce que ces investisseurs voient cette évolution des infrastructures gazières, voient cette proposition d'évolution du business model, comment est-ce qu'ils réagissent? Oui, merci Angelos. Bonjour à tous. Alors, toutes mes excuses si la connexion n'est pas idéale, mais on a dû faire on a eu un petit problème de plateforme technique. Donc, Arié Flac, moi je suis le président fondateur de la Compagnie financière du Lion, qui est une banque d'affaires spécialisée sur l'énergie, l'environnement et les infrastructures, que j'ai fondée en 2008, après une carrière de banquier dans d'autres maisons spécialisées sur ces sujets. Donc moi, j'ai l'avantage d'avoir connu plusieurs cycles d'évolution de ces métiers dans leur vision par les investisseurs, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui.
Et au niveau de la compagnie financière du Lion, nous intervenons à la fois comme conseil dans des opérations de fusion-acquisition avec des opérateurs, des industriels, aussi bien que du côté des investisseurs. Nous sommes d'ailleurs intervenus comme conseil d'EDF et de Total dans la cession récente du terminal gazier de Dunkerque, pour lequel nous étions adressés à un très large panel d'investisseurs internationaux, d'investisseurs financiers aussi bien que d'investisseurs stratégiques, ce qui nous a donné une bonne clé de lecture, je pense, sur la manière dont les investisseurs aujourd'hui regardent ce marché du gaz. Donc, voilà. J'enseigne par ailleurs à Sciences Po, où j'ai un cours sur l'économie, la régulation et le financement des infrastructures. Ce qui permet également d'avoir une vision sur la régulation globale. Donc, merci Angelos pour ta question. Je vais commencer par faire un petit panel, en fait, un petit rappel de quelques faits intéressants. Du point de vue des investisseurs financiers, les gestionnaires de réseaux gaziers ont longtemps été un domaine qui leur était interdit. Ils ne pouvaient y accéder en tant que plateforme d'investissement, en tant qu'actif, qu'au travers des outils de dette, dans la mesure où aussi bien en France que dans la majeure partie des pays européens, ces réseaux étaient soit la propriété, étaient soit des actifs publics, soit pour certains, des actifs détenus par des grands groupes. Premier point. Deuxième point, ces actifs fonctionnaient dans une économie de prix administrés. L'apparition, il y a un peu plus de 25 ans, de deux phénomènes. L'introduction d'une régulation économique pour ces réseaux, régulation imparfaite d'ailleurs, et assez différente selon les pays européens, et l'ouverture de ces plateformes à l'investissement privé a créé en fait une nouvelle ère pour les investisseurs pour les investisseurs privés dans ces infrastructures. Dans un premier temps, ça a été dit lors d'une des présentations, tout au long des années 90, des années 2000 et jusqu'au début d'ailleurs des années 2010, les réseaux gaziers étaient perçus par les investisseurs financiers comme des actifs de croissance, des actifs de développement. Et donc on a bien vu que les transactions qui se sont faites autour de ces actifs, que ce soit des transactions minoritaires ou des transactions majoritaires, il y en a eu un grand nombre en Europe, que ce soit en Europe centrale, en Europe du Nord ou en Europe du Sud, se sont traduites par des niveaux de valorisation qui s'exprimaient en multiples de la base d'actifs régulés. Cette approche en multiples de la base d'actifs régulés illustre deux phénomènes. Le premier, c'est un phénomène d'une perception par les investisseurs d'une croissance à venir de cette base d'actifs. Donc, le fait que la trajectoire de CAPEX était telle que les investisseurs pouvaient anticiper sur de la création de valeur au travers de ces CAPEX, et d'autre part, sur une perception par les investisseurs d'une rémunération de ces investissements et de cet actif économique qui permettait en fait de payer une prime par rapport au rendement attendu par les investisseurs. Alors ce phénomène est encore en cours. C'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une perception des investisseurs qui est en train d'évoluer sur les réseaux gaziers en Europe, dans la mesure où on considère les schémas de pensée et les business plans qui sont utilisés sont maintenant des business plans qui, de plus en plus, envisagent ces réseaux comme des actifs plus ou moins matures, et donc avec en fait un potentiel de création de valeur qui est de moins en moins lié
à une trajectoire de CAPEX permettant d'augmenter la base d'actifs régulés. Néanmoins, on constate que les niveaux de valorisation sur ces actifs restent très élevés et l'appétit des investisseurs reste très élevé pour ces réseaux. Alors pourquoi? Je pense qu'il y a deux phénomènes explicatifs. Le premier, c'est que, et je pense que c'est le plus simple à appréhender, c'est que comme on est dans un environnement où les taux sont très bas et les taux ont baissé en fait continuellement au cours des 10-12 dernières années, et que les régulateurs et la régulation économique de ces réseaux se fait sur une base de calcul de la rémunération des investissements qui a une vision plutôt rétrospective sur les taux d'intérêt que prospective, les investisseurs financiers en infrastructure perçoivent aujourd'hui ces actifs comme leur permettant d'accéder à des actifs à du rendement avec un niveau de risque qui reste relativement modéré et sur des actifs qui ont une génération de cash flow importante. Alors cette génération de cash flow, elle est d'autant plus importante que la trajectoire de CAPEX se modère. Et donc contrairement au réseau, par exemple, de transport d'électricité en Europe, dont la trajectoire de CAPEX a plutôt explosé sur l'horizon 2020-2040 du fait de la mutation extrêmement rapide du parc de production d'électricité, qui bascule d'un modèle très centralisé à un modèle fortement décentralisé, ce qui impose des investissements très importants en France, mais aussi dans les autres pays européens. Le secteur du transport de gaz est plutôt perçu dans cet horizon de court moyen terme pour les investisseurs, c'est-à-dire cet horizon à 2030-2035, comme un secteur qui va être plutôt fortement générateur de cash flow avec une trajectoire de CAPEX modérée. Et dans le contexte actuel, où vous avez des investisseurs institutionnels qui sont en recherche de yield, les obligations d'État ayant des rendements nuls ou négatifs et les obligations corporate ayant des rendements à la fois très bas, mais également des niveaux de risque qui vont croissant, surtout depuis le début de la crise sanitaire, on constate en fait que ces réseaux gaziers qui ne sont plus les actifs de croissance qu'ils étaient au début des années 2000, avec nous avons perdu Arié, donc on va espérer qu'il va se reconnecter. Donc, ce qu'on a compris néanmoins, et il reviendra dessus, c'est que lui et ses clients, on va dire ça comme ça, perçoivent les choses. Grosso modo, les infrastructures gazières présentent des trajectoires de CAPEX et de développement de la barre, et on l'a bien compris dans ce que disaient Catherine et Marie-Claire tout à l'heure, qui sont bien moins importantes que les trajectoires de CAPEX et de barres qu'on peut trouver notamment dans les réseaux électriques qui, eux, doivent intégrer les énergies renouvelables et intégrer de plus en plus de reflux des réseaux de distribution, etc. Et puis demain, peut-être intégrer des systèmes de stockage. Et donc, les infrastructures gazières, sauf à ce que, et c'est probablement une des questions qu'on va traiter, sauf à ce qu'on se dise que le basculement vers le tout hydrogène ou le basculement pour gérer du blended, si je reprends le terme utilisé par Marie-Claire, va embarquer des investissements très importants. On comprend que, vu d'un investisseur institutionnel confronté à des taux bas, voilà.
il revient. Donc, je fais un petit résumé de ce que tu as dit en disant les investisseurs ont, avec les infrastructures gazières, moins de capex et ça devient un investissement qui, comparativement à d'autres, qui sont des investissements dans des réseaux électriques à forte barre ou sur d'autres produits corporels ou autres, deviennent intéressants parce que c'est peu de capex et des bons cash flow. Et je te repasse la parole. Oui, et donc, merci beaucoup, Angelos, et toutes mes excuses pour cette interruption, mais ce phénomène amène en fait à une évolution des typologies d'investisseurs qui vont s'intéresser à ces réseaux. Si vous regardez ce qui s'est passé dans les années 90, et le début des années 2000, bon, on a eu les cessions de réseaux de transport de gaz ont plutôt été effectuées dans les pays d'Europe centrale et d'Europe du Nord. Et ce qu'on a vu, c'est que ça a attiré soit des industriels, donc les plus gros réseaux européens, ou des investisseurs en capital qui étaient la nouvelle génération des fonds d'infrastructure, qui étaient les acteurs qui investissaient pour compte de tiers, donc gérant des actifs pour des fonds de pension ou des compagnies d'assurance, avec des objectifs de rendement élevés, fondés sur la création de valeur. Ce qu'on voit maintenant apparaître depuis quelques années, c'est que ces réseaux gaziers attirent de moins en moins cette typologie d'acteurs. Donc là-dedans, je mets les grands fonds infrastructures de KKR Infra, Ardian, Antin pour les Français, Infravia, les IFM de ce monde, GIP. Donc, vous voyez, les gros gestionnaires, en fait, d'actifs pour le compte des assureurs et des fonds de pension, qui, eux, vont chercher des actifs de rendement, enfin, des actifs avec la création de valeur. On les voit se tourner, d'ailleurs, ces fonds, plutôt vers les métiers que, je crois, décrivait Marie-Claire, certains métiers, comme les réseaux de chaleur, qui sont des métiers à forte intensité capitalistique, où il y a du déploiement du déploiement de réseaux. Et on les voit, quand ils avaient acheté ou quand ils avaient investi dans des réseaux gaziers, plutôt être positionnés en ce moment à la vente, et ils sont remplacés par ce qu'on appelle plutôt les investisseurs en infrastructure directe, c'est-à-dire les compagnies d'assurance ou les fonds de pension, ou certains fonds souverains, qui, eux, vont rechercher plutôt de la stabilité mais qui vont avoir des attentes de rendement plus basses. Et c'est pour ça qu'on voit apparaître des acteurs comme Predica, comme la CNP en France, AXA, mais également des acteurs au niveau international, comme GIC, qui vont s'intéresser en fait à ces actifs dans une logique plutôt d'investissement prudent. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit disconnect en réalité, parce que quand on écoute ce qui a été dit avant moi, on a des industriels qui nous disent mon environnement est en mutation, je vais devoir me réinventer et mes actifs demain, la valeur de mes actifs demain ne se calculera plus comme aujourd'hui et devra prendre en compte de nouveaux métiers, l'injection d'un CH4 différent de ce qu'il est aujourd'hui, voire de spécialisation de certains de mes réseaux dans l'hydrogène. Ce qui est intéressant, c'est que du côté des investisseurs aujourd'hui, alors si je parle vraiment à l'instant T, et sur les 5 dernières années, ces perspectives ont plutôt été perçues comme assez lointaines, et donc n'entamons pas la génération de cash des 10, 12, 15 années à venir. Je pense qu'on est à un point d'inflexion, en fait. On est à un point d'inflexion où la perception des investisseurs est en train d'intégrer de manière assez rapide ces nouvelles données à mesure que les GRT
et les régulateurs et les gouvernements se montrent plus vocaux dans leur volonté d'accélérer la décarbonation de l'économie. Donc là, on sent qu'il y a une mue possible. Face à cela, il y a deux phénomènes intéressants et j'en finirai par là. Le premier, c'est que la croyance, voilà, hein, le belief, la croyance chez les investisseurs aujourd'hui est que le gaz va rester assez durablement un des éléments de l'équilibrage du système énergétique européen face à la montée des renouvelables. C'est-à-dire que la vision, on va dire, dominante dans l'univers des investisseurs financiers est que on va encore avoir des centrales au gaz, voire même on pourrait en construire de nouvelles à un horizon de 10-15 ans. Et en particulier, quand on regarde le contexte français, je pense qu'il y a aujourd'hui chez les investisseurs financiers et on va dire la conversation dans l'univers des investisseurs financiers tourne autour, quand les investisseurs financiers regardent les annonces publiques, je crois qu'on n'y croit qu'à moitié, dans la mesure où aujourd'hui le système français est équilibré par le nucléaire. On voit une volonté d'extension de la durée de vie des centrales existantes, une vraie difficulté à la fois régulatoire, sur le plan de la sûreté, sur le plan de l'acceptabilité, sur le plan technologique, à entamer le renouvellement du parc électronucléaire à des niveaux de prix compétitifs. Et donc, dans ce paysage incertain sur le renouvellement du parc, je crois qu'aujourd'hui, les investisseurs prennent plutôt le pari qu'à un horizon de 15 ans, qui est l'horizon où on questionne en fait aujourd'hui l'économie des réseaux gaziers, eh bien, il y a une probabilité plutôt élevée de renouveau sur la production d'électricité à partir de gaz en équilibrage des réseaux, et que en fait, les batteries et l'hydrogène ne pourront pas tout faire. Ça, c'est le premier thème. Le deuxième thème, j'en finirai là, Angelos, c'est autour de l'hydrogène. Nous, on a été la banque conseil d'un certain nombre d'acteurs dans le domaine de l'hydrogène, Electro Power System qu'on a adossé à Engie, enfin Tractebel, McPhy, pour qui on avait travaillé sur leur introduction en bourse et sur leur adossement à EDF. On est actuellement conseil de iSetco, qui est la JV entre Air Liquide et Toyota pour le développement de stations et de taxis hydrogène dans Paris. Et on travaille également avec H2V, qui est un développeur d'usines d'hydrogène vert à partir d'électrolyse en France, et également avec Air Liquide. Donc on a une bonne vision de l'hydrogène. Je crois qu'aujourd'hui, la perspective hydrogène est perçue comme potentiellement, on va dire, le nouveau, le boom à venir après celui des renouvelables. Mais si je peux dire ainsi, c'est un boom qui reste encore à venir et dont l'économie doit encore être démontrée. Donc, en résumé, on a des investisseurs qui progressivement intègrent la question de l'avenir de ces réseaux gaziers, la nécessité de se transformer, mais on reste encore sur des niveaux de valorisation élevés qui s'expliquent assez aisément.
mais avec une mutation, une transformation de l'univers de ces investisseurs, où on bascule des fonds avec des gérants qui s'intéressent à la création de valeur par l'augmentation de la taille de l'actif et de la barre, vers plutôt des univers de fonds de pension ou d'assureurs. Merci Arié. Je pense qu'il y a deux choses à retenir, enfin, beaucoup plus, mais il y en a deux choses que moi je retiendrai de ton intervention. Un, la raison pour laquelle ces actifs gaziers restent attractifs pour une catégorie d'investisseurs qui sont qu'ils demandent peu de déploiement de CAPEX avec des cash flows relativement importants, et donc par rapport aux différents investissements existants potentiels, ils deviennent une classe d'actifs attractifs en tant que tels, et donc le switch de fonds d'infra attendant des rendements forts à horizon 5 ans vers des fonds de plus long terme, pensions, souverains, assureurs, etc., qui vont attendre des rendements et du cash flow. Et puis, le fait que ce phénomène n'est pas uniquement un phénomène d'opportunité de court moyen terme à horizon 5-10 ans, mais que les investisseurs croient à la place du gaz dans la transition et comme moyen d'équilibrage, et qu'ils croient également à la capacité d'aller vers l'hydrogène. Ça, je pense, ça nous pose un peu le cadre des différents éléments. Je vais donc, si vous voulez bien attaquer avec les questions, j'en ai 4 qui sont apparues dans mon viseur, si je peux appeler ça comme ça. J'en ai une première de Pierre-Jean Bengozi qui, lui, s'inspirant de l'univers des télécoms, dit est-ce que, quand on voit cet univers-là, et le modèle du cadre de régulation des actifs, avec la valorisation boursière qui correspond, est-ce que ce n'est pas pertinent de distinguer le business model, et donc peut-être de dissocier les business models des entreprises de réseau de celles des propriétaires d'infrastructures? Et on a vu notamment des réflexions de ce type-là. Alors j'ai reperdu, je crois, Arié, donc je vais passer la parole à Marie-Claire qui, tout à l'heure, disait que ça faisait partie de la stratégie de Teréga d'essayer d'investir en tant que propriétaire d'infrastructures qui seraient louées à des tiers versus un modèle d'opérateur de réseau. Est-ce que, par rapport à cette question, vous avez une réaction? Et Marie est revenue, donc je posais la question à Marie-Claire et je te demandais d'intervenir après sur est-ce que ça vaut ou pas la peine de dissocier des entreprises de réseau des propriétaires d'infrastructures. Marie-Claire? Oui, excusez-moi. Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Clairement, pour Teréga, on est propriétaire de nos infrastructures. Donc, effectivement, ce que je disais, on est un acteur complètement unbundlé depuis 2013 avec le portefeuille de nos actionnaires que j'ai mentionné au début de la présentation. L'idée pour nous, donc avec toutes les barrières réglementaires qui s'imposent, c'était effectivement, c'est ce que j'ai expliqué, c'est qu'on essayait de chercher. On a été très sollicité compte tenu de notre ancrage territorial pour contribuer au développement du biométhane, et effectivement les règles d'unbundling sur ce terrain-là sont assez strictes, et donc l'idée c'était effectivement de trouver un modèle qui peut compléter notre statut et qui peut complètement s'inscrire là-dedans, et donc c'est ce modèle de locatif de méthaniseur qu'on a trouvé, mais du coup je suis pas sûre que je réponds bien à la question, parce que clairement, nous, en tant qu'opérateurs de réseau, on est propriétaire de nos infras. Donc, pardon, je ne suis pas sûre de saisir la question pour nous. Alors, je crois qu'elle ne se pose pas directement pour vous, donc je vais la reposer à Arié. Je pense que ce
que dit là Pierre-Jean Bengozi, c'est de se dire, quand on regarde ce qui s'est passé dans l'univers des télécoms, où on a commencé à avoir une dissociation entre les opérateurs et les propriétaires des infrastructures, est-ce que, au vu des impacts de cette dissociation sur les valorisations boursières des uns et des autres, est-ce que ça ne fait pas sens qu'on ait la même chose dans l'univers des opérateurs et des infrastructures énergétiques, et en particulier du gaz? Arié, est-ce que tu veux répondre? Alors, je veux bien essayer, même si j'ai ma connexion qui est un peu faiblarde. Si tu veux, dans l'univers, en fait, dans l'univers du gaz, on a déjà eu, me semble-t-il, dans une très large mesure, cette séparation entre cette séparation des infrastructures suite aux différentes directives et leur mise en œuvre. On a aujourd'hui, en fait, dans le secteur du gaz, des acteurs de la commercialisation d'un côté et de l'autre des opérateurs d'infrastructures qui en sont également propriétaires. Alors, est-ce qu'il y aurait une vertu particulière à montrer dans des schémas, effectivement, de OPCO, PROPCO, tels qu'on les nomme dans notre jargon, hein, c'est-à-dire d'isoler la propriété mobilière du réseau de sa gestion? Moi, je n'en suis pas convaincu. Je ne crois pas beaucoup dans ce modèle. Il a d'ailleurs été tenté dans quelques pays, ça n'a pas donné lieu à de particuliers gains d'efficacité. Alors, ça a moins été tenté sur les réseaux gaziers que dans les réseaux d'électricité, puisqu'on a eu un certain nombre de modèles de réforme des secteurs électriques où on a cherché à isoler les lignes électriques elles-mêmes, la propriété des lignes, de l'équilibrage de l'intelligence du secteur électrique. Franchement, ça a été assez, ça a donné des résultats assez mitigés, et en particulier, ça a donné lieu à des effets d'aubaine sur des sujets de CAPEX assez dangereux pour l'équilibre du système. Pour moi, dans le secteur gazier, aujourd'hui, si on s'inspire des télécoms, je pense que la question, je dirais, enfin, pour répondre à la question qui a été posée, les réseaux gaziers, c'est un peu comme le filaire et le cuivre. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'on annonce sa fin, mais elle est toujours lointaine. Et donc, c'est une fin qui peut. C'est un peu comme. C'est un peu le mirage des fins lointaines. Quoi. Ça viendra. L'économie décarbonée, où on n'aura plus besoin de gaz, ça viendra. L'économie de l'hydrogène, où on transformera les tuyaux de gaz, le CH4, en réseau d'H2, mais c'est quand même assez lointain. Et dans l'intervalle, je crois que les investisseurs sont assez contents d'avoir des gérants d'infrastructures qui en sont propriétaires. La question qu'on peut se poser, je pense, qui est peut-être un peu plus, enfin, qui n'est pas aujourd'hui d'actualité chez les régulateurs, mais qui, je pense, à un moment, peut se poser, c'est dès lors que, et on n'est pas aujourd'hui à ce moment-là, je pense, de la partie, mais on peut arriver à un moment de la partie où l'instabilité des règles du jeu deviennent trop fortes pour les investisseurs, parce que les gouvernements européens ou le gouvernement français, finalement, ne donnent pas assez de clarté pour pouvoir investir à long terme dans ces réseaux. Et là, on pourra se poser la question de savoir, et je pense que la question se posera, de savoir si on n'assistera pas à un basculement où les investisseurs finalement demanderont au pouvoir public de prendre un peu leur responsabilité sur des investissements dont finalement l'avenir
peut être remis en cause d'un trait de plume. On a vu cette question se poser avec acuité au moment où il y a eu le débat sur la régulation des stockages de gaz, et Terega était d'ailleurs et Engie avec Storengy et Terega étaient tous deux des acteurs de ce débat qui partaient de positions en fait contrastées, puisque l'un était propriétaire historique avec un coût historique dans ses comptes de ses stockages, et alors que l'autre était rentré avait des actionnaires qui étaient rentrés sur une promesse de régulation, d'environnement régulatoire qui était modifié par le politique. On voit la même question se poser, non pas dans le secteur du gaz, mais dans le secteur des énergies renouvelables, avec le débat sur des modifications rétroactives de rémunération. Je pense que pour les investisseurs, aujourd'hui, dans ce secteur, comme on a en fait des mutations technologiques et un changement au long cours vers la décarbonation, l'enjeu numéro 1 et ce qui fera l'attractivité en fait, des réseaux français pour les investisseurs internationaux, et ce qui est benchmarké aujourd'hui par les investisseurs internationaux, c'est la stabilité du cadre. Plus le cadre est stable, plus il y a une prime donnée par les investisseurs. Ok, merci beaucoup Arié. Je redis dans ton compte, si tu veux bien, quand tu interviens, enlève ta caméra parce que le son est très très mauvais. Je vais passer, donc ça a en partie répondu à la question de Pierre-Jean Delbosy qui a rebondi en se demandant si c'était pas pertinent de se dégager de certaines infrastructures. Ta réponse est, il faut surtout, ce qui fait peur aux investisseurs aujourd'hui qui sont derrière ces opérateurs et ces propriétaires, c'est une éventuelle modification de la régulation. Donc c'est plus ça l'enjeu que de la séparation. J'attaque avec la deuxième question que j'ai, sachant qu'il nous reste à peu près 10 minutes pour essayer de boucler les questions, donc je vais demander des réponses courtes. Avec Isaac Olal qui demandait c'est quoi la taille de l'investissement pour basculer dans une... Alors là, lui, il parle de production de gaz blended, mais je pense que c'est surtout pour permettre au réseau d'accueillir ces gaz blended. Catherine, si tu veux bien répondre à cette question. Oui, c'est une question qui s'exprime simplement, mais pour laquelle la réponse est complexe. Nous, c'est clair que, comme l'a expliqué Marie-Claire, on imagine à terme plusieurs types d'infrastructures, des infrastructures avec du gaz blended et blended hydrogène CH4 et des infrastructures de CH4 pur. Ce qu'on imagine en fait quand on travaille avec nos collègues européens, c'est que on va avoir essentiellement des canalisations existantes rétrofitées, ce qui effectivement va coûter beaucoup moins cher que des canalisations neuves. Et même si on reprend la question qui arrive un peu plus tard de Max Papon, qui est est-ce qu'il vaut mieux transporter de l'hydrogène ou transporter de l'électricité, voire même beaucoup moins cher que du transport d'électricité. Donc du coup, par contre, pour rentrer dans les détails précis de combien exactement quoi, etc., on a encore pas mal de travail à faire parce que on a des programmes de recherche sur quelques années qui ont pour but de savoir, de pouvoir dire pour tel type d'actifs et tel pourcentage d'hydrogène, qu'est-ce qui se passe. Mais ce qu'on peut dire en gros, c'est que jusque vers 10% d'hydrogène dans les canalisations en mélange avec le CH4, on est sur en fait, on va dire de l'adaptation de l'existant. On commence à avoir un début de mur d'investissement au-delà de 20. Et après, quand on va rentrer
dans de la canalisation d'hydrogène pur, là où les coûts de rétrofit et d'adaptation vont être le plus chers, c'est lorsqu'on va s'adresser à la distribution, ce qui va peut-être même rendre les choses un petit peu compliquées pour faire du rétrofit d'hydrogène sur du réseau de distribution. Voilà ce que je peux dire rapidement sur cette question-là. Merci Catherine, très clair. Marie-Claire, je vais bundler deux questions. Une de Violette Donat que tu vois apparaître, qui est sur comment est-ce que tu vois la valorisation des externalités dont tu parlais tout à l'heure par rapport au gaz vert vis-à-vis des pouvoirs publics. Une question d'Adèle Boutin sur la plateforme multi-énergie dont tu as parlé tout à l'heure. Alors, pour la valorisation des externalités positives, je pense qu'aujourd'hui, le modèle de comment on les intègre dans la régulation et dans les tarifs de rachat, je pense que c'est tout un pan c'est un champ de discussion avec les pouvoirs publics et ça va, comme je le disais, au-delà uniquement des décideurs sur la politique de l'énergie parce qu'on est en train de parler d'agriculture, d'économie circulaire. Donc, je pense que ça embrasse justement l'intérêt que ça embrasse très large, mais qu'effectivement, c'est une question nouvelle qu'il va falloir aborder d'un point de vue régulatoire de manière totalement nouvelle. Qui va payer, combien on va faire supporter par tel et tel pan de l'économie ces externalités. Malheureusement, là aussi, la réponse est vraiment pas simple. Aujourd'hui, je pense que la filière se focalise pour la valorisation de ces externalités. Il y a des études qui sont poussées pour les valoriser. Après, effectivement, le défi va être de les valoriser et de pouvoir pouvoir les intégrer dans la politique, dans les politiques publiques. Et donc, c'est un champ de discussion tellement large. Concernant Impulse, les acteurs aujourd'hui qui sont impliqués, donc l'étude, on est vraiment dans de la RI aujourd'hui. Donc l'étude, elle bénéficie d'un soutien de la région Nouvelle-Aquitaine. Et puis les deux partenaires avec lesquels on est impliqué, c'est le PFL, donc l'école polytechnique de Lausanne. Et l'UPPA, donc l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, donc avec lesquels on développe ce logiciel et cette plateforme de multi-énergie. On a des discussions avec des acteurs énergétiques et autres et qui sont en cours, mais pour l'instant, rien n'est encore complètement formalisé, donc je peux pas m'exprimer sur les acteurs. Voilà. Peut-être un petit point de complément par rapport à ce que disait Catherine, juste pour donner un ordre de grandeur. Alors, ça vaut ce que ça vaut. On a travaillé sur ces sujets-là au niveau européen, sur l'intégration de l'hydrogène dans les réseaux. Et c'est vrai que ce qui ressort, c'est qu'on est dans des ordres de grandeur pour rétrofiter donc une partie des CANA et potentiellement en construire de nouvelles. Ça nous donnerait, et vous pouvez consulter l'étude du European Backbone pour ça, ça nous donnerait un coût pour ce renouvellement et pour ces adaptations qui est de l'ordre de 0,17 € le kilo d'hydrogène pour 1000 km. Donc, on est vraiment dans des ordres de grandeur relativement modérés par rapport à la transformation nécessaire de nos systèmes énergétiques. Un autre chiffre qui peut peut-être aussi apporter un petit éclairage au sujet, il y a eu une étude aussi au niveau européen dans laquelle on était tous impliqués, GRT Gaz, mais aussi une dizaine de GRT au niveau européen, et on a cherché à comparer deux scénarios. Un scénario où on a un minimum de gaz et un scénario où on a une part de gaz renouvelable importante. Et donc, le scénario minimum de gaz avec d'autres solutions, et notamment les solutions électriques. Et là, on arrive à savoir que si on s'appuie sur les infrastructures gazières et sur tout le dispositif, le système gazier existant, on arrive à économiser 200 milliards d'euros par an d'ici 2050 par rapport à un système complètement nouveau et complètement électrifié. Donc, c'est aussi ça permet de donner un ordre de grandeur sur l'intérêt de cette intégration sectorielle et qui est aujourd'hui regardée de près au niveau européen. Voilà. Si je rajoute, tu me permets Angelo, si je reviens sur la question de Violette Donat sur les externalités positives, il y a tout un groupe de travail au sein du comité stratégique filière, groupe qui a pris d'ailleurs un petit peu de retard pour valoriser ces externalités. Et l'objectif de la valorisation, il est double. Le premier objectif, c'est d'essayer de bien comparer ce qui est comparable en termes de coûts. Parce que c'est vrai que les gaz renouvelables sont souvent taxés d'être chers et d'être plus coûteux que d'autres ENR. Et l'intérêt de tout ça, c'était d'arriver à mettre des chiffres sur, au fond,
et de dire que finalement, quand on compare des ENR gaz et des ENR électriques, on ne compare pas la même chose, puisqu'en fait, ces externalités, que ce soit en termes de traitement des eaux, en termes de traitement d'effluents qui ne sont pas traités, effectivement, apportent une valeur complémentaire. Donc, le premier objectif, c'était d'abord de faire de la pédagogie pour montrer qu'on ne compare pas les choses comparables et qu'on ne peut pas taxer juste en regardant des coûts de production à l'instant T entre des filières en voie d'industrialisation et des filières plus matures, de comparer les deux choses. Le fait de dire, est-ce que la valeur de ces externalités positives doit être entrée d'une manière ou d'une autre dans le prix parce que certains acteurs seraient amenés à payer ces externalités positives, ça, c'est des choses sur lesquelles on n'est pas allé jusque-là pour l'instant. Ok, merci de ce complément et merci Marie-Claire. Je vais finir avec une dernière question et après je vous demanderai à chacun des trois intervenants, au vu de ces différents éléments, de dire en moins d'une minute votre mot de conclusion. J'ai ici une dernière question qui est sur est-ce que les acteurs que vous êtes dans ces industries, voire même dans les industries de réseau électrique, est-ce que vous attendez, pour vous mettre à réfléchir sur ces business models, un signal incitatif des pouvoirs publics ou c'est juste votre propre logique, je dirais stratégique et de prospective qui vous pousse à anticiper? D'abord Marie-Claire, puis Catherine. Alors, je ne sais pas si on parle d'un signal incitatif, mais là, ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, sur le biométhane, on a été très largement accompagné par la CRE. Je n'ai pas parlé, il y a tout un dispositif de zonage justement pour essayer de partager le raccordement entre la distribution et le transport et d'essayer de trouver toujours la solution de raccordement qui est la moins coûteuse pour le consommateur final. Parce qu'effectivement, du point de vue de régulateur, toutes ces nouvelles solutions et cette transformation de business model, il faut que ça coûte le moins cher pour le consommateur final et on n'est pas dans une optique où on va pouvoir voir le tarif de gaz augmenter, compte tenu d'ailleurs de tout le contexte qu'on a brossé. Donc, il y a cet équilibre à avoir entre transformer nos systèmes énergétiques tout en ayant à l'esprit le fait que voilà, ça doit coûter le moins possible au consommateur. Donc, pour le biométhane, le cadre régulatoire, il a été construit ces dernières années. Aujourd'hui, sans parler de signal incitatif, je pense qu'il faudrait parler d'accompagner toute cette dynamique qu'on est en train de voir autour du plan de relance. Et c'est vrai qu'on a vu il y a quelques semaines ce plan à 7 milliards qui a été annoncé, dont on se réjouit au niveau français. Le défi, ça va être de pouvoir aussi accompagner la transformation de nos réseaux pour accueillir cet hydrogène. Et parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, Ariel a dit, aujourd'hui, l'hydrogène, le marché est encore très étroit. Il faut effectivement développer la production, mais il faut développer les usages et il faut développer le lien qui va être fait entre l'offre et la demande. Et ça va passer par des solutions de transport. Et donc, il faut là aussi qu'il y ait un accompagnement pour pouvoir accueillir ces nouvelles énergies dans le réseau. Et donc là, c'est toute une discussion qu'on est en train d'avoir pour pouvoir accueillir l'hydrogène dans nos réseaux et pouvoir transformer et être au rendez-vous pour que ce plan de relance puisse réussir. Parce que effectivement, il y a de l'argent sur la table, mais si demain, on n'a pas les usages et on n'a pas toute cette chaîne de valeur qui est construite autour de l'hydrogène, on aura un défi peut-être à surmonter. Donc, sans parler de signal incitatif, je dirais qu'on a besoin, et le cadre évolue très vite, et on est dans un contexte incertain, c'est très clair, tout ce dont on a parlé. Il faut que là aussi, on puisse, avec la régulation, arriver à suivre le mouvement et à accompagner ces plans de relance, à ce que ça se traduise aussi par des dispositions concrètes pour qu'on puisse transformer nos réseaux et être au rendez-vous en 2030 ou en 2040. Donc Catherine, là, je partage évidemment quasiment tout ce qu'a dit Marie-Claire sur le sujet. Ce que je rajouterais peut-être alors après, effectivement, quand la question c'était les acteurs, donc moi je réponds en tant qu'opérateur d'infrastructure. Peut-être, je redirais aussi que sur ce qui est en train d'être fait, je pense au biométhane, on va avoir besoin de stabilité pour que
de plus en plus de producteurs se lancent dans le biométhane avec des business plans qui soient aussi solides que possible pour pouvoir avoir le support des banques et qu'on puisse avoir beaucoup de biométhane. Donc ça, c'est la première chose. La stabilité est importante. Et pour l'hydrogène, ce qu'on a besoin, c'est d'une construction collective avec, si j'ose dire, une histoire collective entre les pouvoirs publics, que ce soit la DGEC, le régulateur, etc., sur comment on pense que cet hydrogène va se développer. Parce qu'aujourd'hui, finalement, on a des signaux incitatifs, mais il en manque des petits morceaux, si j'ose dire. Et ça bloque un peu ce développement, parce que nous, les opérateurs d'infrastructure, on est des entreprises du temps long. Alors, à la question qui était, est-ce que vous attendez des signaux incitatifs ou est-ce que vous anticipez une évolution? C'est clair qu'on a besoin des deux. Nous, on est forcé d'anticiper une évolution parce que quand on est sur une entreprise du temps long qui, quand elle pose un tuyau, va avoir ce tuyau qui est dans le sol pour 50, 60, 80 années, on a besoin d'anticiper très tôt des retournements et nos besoins d'anticipation peuvent apparaître peut-être souvent un peu en avance par rapport aux préoccupations de pouvoir public à un instant donné. Donc, on a besoin d'un travail collectif, on a besoin d'arriver à se projeter en avant et de construire collectivement une histoire qui tienne à peu près la route pour qu'on puisse tous avancer de manière cohérente. Alors, Angelos, j'interviendrai peut-être aussi sur cette question. Et je serai moins politiquement correct que mes deux co-invités. Je crois que concernant cette question du signal des pouvoirs publics, je pense qu'on a deux sujets du côté des investisseurs financiers, domestiques ou internationaux, qui regardent des opportunités d'investissement dans ces réseaux en France. Le premier élément, c'est qu'il y a les pouvoirs publics, dans leur globalité, régulateurs, DGEC, État, doivent bien comprendre quels sont aujourd'hui, que les investisseurs ont des éléments comparatifs en main. Et que le signal qui peut être donné de décision avec effet rétroactif est un très mauvais signal dans un univers où il y a une concurrence pour le capital. Ça, c'est le premier point. Le deuxième sujet, c'est que sur l'hydrogène, le compte n'y est pas en France. On a un effet d'annonce, on a un plan, mais je crois que l'analyse que nous on fait, c'est que il n'y a pas d'histoire commune aujourd'hui de coordination et il faut et on attend encore un changement on attend encore l'épiphanie de la Creuse sur ce sujet, de la commission de régulation sur ce sujet. Donc quand on regarde les usages de l'hydrogène aujourd'hui et comment ce marché va évoluer, va se développer, il est clair que en numéro 1, ça sera la fourniture d'hydrogène par électrolyse aux grands consommateurs industriels qui aujourd'hui prennent de l'hydrogène gris et qui peuvent avoir un intérêt dans que ce soit les aciéries, les chimistes, à aller vers l'hydrogène vert avec des incitations assez fortes pour le faire. Le deuxième marché, ça va être la mobilité, surtout la mobilité lourde, avec les camions, et dans une moindre mesure, la mobilité collective, taxi-bus. L'injection d'hydrogène dans les réseaux se heurte aujourd'hui à, je pense, une vraie difficulté, me semble-t-il, à intégrer ce concept dans la régulation. Et je crois que le biométhane, paradoxalement, le succès du biométhane
et le succès régulatoire de la mutation vers le biométhane a probablement un peu eu un effet un peu négatif sur la capacité du régulateur, de la DGEC, à s'emparer du sujet. Mais je suis volontairement un peu provoquant sur ce sujet, peut-être pour faire réagir mes deux co-invités. Si je peux réagir, Arié, mais pour moi, du point de vue régulatoire, le biométhane n'était quasi pas un sujet. Le biométhane, du point de vue régulatoire, c'est du gaz. Je veux dire, c'est exactement pareil que le CH4. L'hydrogène, ça, c'est autre chose, parce qu'on n'est pas à l'intérieur de textes qui existent. La question régulatoire du biométhane, ça a été comment j'encadre ou j'encadre pas le développement des réseaux autour du biométhane. Qu'est-ce que le régulateur, quelle est la règle que se donne le régulateur pour valider ou pas des plans d'investissement de développement du biométhane pour que ça reste dans des coûts, voilà. Le biométhane, c'était, on va dire, le même problème, c'était la même tournure d'esprit, la même problématique. Il y avait eu sur la distribution des concepts de Bessury, au fond, tout ce qu'on a avec le biométhane, c'est un tout petit peu de la même chose. On a recyclé les mêmes idées. Quand on s'attaque à l'hydrogène, d'abord, on est sur des horizons beaucoup plus longs, avec, comme vous le disiez très bien, quand même une grande incertitude. L'hydrogène, c'est quand même un pari, quoi. Est-ce que tout ça, ça a fonctionné? Parce que dans tout ce qu'on a dit, il y a deux choses dont on n'a pas parlé. Il y a qui est-ce qui va accepter l'hydrogène et pour faire quoi, avec quel type de risque et à quel coût. Et ça fait quand même juste partie des choses qu'on n'a pas très très bien regardées collectivement. On est un petit peu parti dans une espèce d'enthousiasme sur du volume sans nécessairement regarder l'ensemble des business models. Donc voilà, je pense que c'est autre chose l'hydrogène que le biométhane en termes régulatoires. Mais vous êtes d'accord, Catherine, sur le fait qu'il faut, que l'épiphanie sur le sujet. Qu'il n'y a pas eu, mais non, mais c'est même pas qu'il y a, oui, non, mais il n'y a pas eu d'épiphanie de la Creuse sur le sujet. Et pour discuter avec eux sur ces questions-là, sur des petits points qui sont juste, voilà, je vais faire une expérience de rétrofit sur une cana dans l'est de la France qui est la limite entre la Moselle et la Sarre. Est-ce que vous seriez d'accord pour prendre en charge ces investissements? La Creux nous dit, oulala, je sais pas, j'ai pas réfléchi, est-ce que c'est ça le modèle de régulation, faut qu'on regarde, etc. Donc aujourd'hui, on a effectivement un régulateur qui est très très bien en place pour tout ce qui est, on va dire, le as usual, mais sur des problématiques un peu différentes du genre, qu'est-ce qu'un régulateur peut financer chez un opérateur d'infrastructure qui est dans cette période qui va être longue entre le modèle d'avant et le modèle d'après, là aujourd'hui, les discussions, les réflexions, elles sont à commencer. Et c'est aussi ce qu'ils nous disent. Mais c'est ce qui est intéressant. Et pardon. Désolé, on ne va pas démarrer à 10h05 puisque notre petit débat se finit à 10h. C'est très intéressant. J'entends on pose cette question qui est de dire la partie gaz classique et biométhane, c'est plutôt une régulation habituelle et une question incitative d'un côté, et que par contre l'hydrogène, qui a peut-être l'épiphanie de la Creuse, ce n'est pas juste une question d'incitation, c'est une question plus globale qui se pose. Je voulais vous remercier tous, et il y a Éric Brousseau qui est arrivé également. Merci à tous les trois et de ce débat que vous avez lancé qui va nous donner des perspectives probablement pour un futur débat dédié à l'hydrogène. Et je vais peut-être, si on veut bien, passer la parole à Éric Brousseau, le directeur scientifique de la chaire, pour qu'il fasse 2 mots de conclusion et que nous libérions tout le monde parce que nous sommes déjà presque à 10h10. Oui, alors ce sera vraiment 2 mots. Enfin, je ne vais même pas conclure. Je vais simplement remercier effectivement nos 3 intervenants, Marie-Claire Aoun, Catherine Brun et Ariel Flack pour leur intervention. Merci Angelos pour l'animation de ce débat. Merci aux près de 70, enfin plus de 70 participants qui ont suivi nos débats ce matin. Les sujets qui ont été soulevés, on y reviendra très prochainement. On a prévu un petit déjeuner au mois de janvier sur
le rôle des secteurs régulés dans la relance. Donc, je pense qu'une partie des questions qu'on vient d'aborder, on les abordera. On parlera de la 5G aussi un peu plus tard au premier semestre 2021. Et puis, on a aussi un débat prévu sur l'hydrogène dans ce premier semestre 2021. Le prochain événement de la chaire, on reparlera des régulateurs parce qu'il aura lieu mardi prochain à l'heure du déjeuner et ce sera un événement conjoint avec le Club des régulateurs et le Network of Economic Regulators de l'OCDE, où on évoquera la manière dont les régulateurs sont évalués et dont ils évaluent leur performance. Et effectivement, c'est une question importante, à la fois pour évaluer l'efficacité du business as usual, comme le rappelait Catherine Brun, mais la question aussi de la capacité des régulateurs à intégrer l'innovation, les changements de business model, à aider les industriels à gérer les transitions est une question centrale dans la régulation aujourd'hui qui touche tous les secteurs régulés, les industries de réseau, mais aussi la finance, etc. Et donc, c'est des questions sur lesquelles on reviendra évidemment dans l'ensemble des travaux de la chaire et dans les prochains événements que je viens d'évoquer et dont vous aurez les détails au fur et à mesure sur le site web de la chaire. Bien entendu, celui de mardi, vous pouvez tout de suite consulter le programme, il est déjà en ligne. Merci beaucoup à tous et écoutez, à mardi prochain pour ceux qui peuvent se libérer à l'heure du déjeuner. Merci, au Merci. revoir.